Nous abordons à présent la transformée de Fourier, donc d'abord dans sa version discrète. C'est vraiment le cœur battant de tout l'enseignement d'introduction au signal. La transformée de Fourier est vraiment le concept clé. Donc le chapitre va être relativement assez long et nous allons prendre vraiment toutes les précautions pour que les choses soient claires et que vous ayez une vision très claire de ce qu'est l'opération ou le concept de transformée de Fourier. Donc on part d'un signal X qui est donné par ces grandes n composantes comme combinaison linéaire de la base dite canonique, et cette base canonique, les fameux delta I, résulte de l'échantillonnage temporel quand on échantillonne à la période TE ou TS. Par conséquent, les échantillons temporels sont donnés par K fois TE. La question qui se pose à présent, c'est voilà, est-ce que c'est la seule base possible pour représenter le signal? La question est non. En fait, l'idée de transformer de Fourier, en l'occurrence ici discrète, c'est de faire un changement de base. Et donc, nous allons faire quelques rappels de la géométrie dans R3, parce que la notion de changement de base ou de changement de repère, a priori, vous la connaissez. Elle vous est peut-être même familière, mais ça vaut le coup de reprendre quelques éléments, puisque nous avons dit déjà il y a quelques vidéos que, en fait, nous héritons dans la représentation vectorielle du signal de tous les concepts de la géométrie. Le vecteur OA est donc donné par ces trois composantes XA, YA, ZA, et on l'écrit en général comme combinaison linéaire dans une base donnée, IJK en l'occurrence, XAI plus YA fois J plus ZA fois K. Et là, nous voulons bien insister sur une notion importante, c'est la notion de vecteur intrinsèque. Imaginez votre stylo que vous avez dans la main ou sur votre bureau, regardez-le, ces deux extrémités, voilà le vecteur intrinsèque, les deux points extrêmes qui figurent O et A. Or, ce vecteur, il ne dépend pas d'une base en particulier, il est intrinsèque. Tandis que la représentation combinaison linéaire de IJK, là, ça dépend d'une base en particulier qui est définie par ces trois vecteurs IJK. Donc à gauche, on a le vecteur intrinsèque, à droite, on a une représentation possible dans un repère qu'on note R ronde. Mais le vecteur intrinsèque peut être représenté dans une infinité de bases. Donc en l'occurrence ici, OA, on le réécrit comme étant décrit par X'A, Z, Y'A, Z'A. Mais dans une autre base, qu'on va noter R', et du coup, on a une combinaison linéaire X'A fois I', plus Y'A fois J', plus Z'A fois K'. Dans la nouvelle base, les composantes ont changé. Et la problématique du changement de repère, c'est d'exprimer les nouvelles composantes de la nouvelle base en fonction des anciennes. Et c'est ce à quoi nous allons consacrer cette page de rappel. Alors comment on fait concrètement? On suppose connu XA, YA, ZA, et on suppose connu aussi I', J' et K' exprimés dans l'ancienne base. Et donc on écrit que X'A est égal à X'A scalaire, pardon, fois I' plus Y'A fois J' plus Z'A fois K', et on fait le produit scalaire avec I', on développe. Et là, il faut faire une hypothèse. C'est l'hypothèse que la nouvelle base, I', J', K', est une base orthonormée. Auquel cas, I' scalaire I' est égal à 1, puisque la base est normée. Y'A fois I' scalaire J', qui est d'ailleurs égal à J' scalaire I', mais ça c'est nul. Et Z'A fois I' scalaire K', ce dernier produit scalaire est nul aussi. Dans l'hypothèse, bien sûr, d'une base orthonormée. Ça veut dire que la composante X'A s'obtient en faisant le produit scalaire OA scalaire I', mais on insiste sur le fait que ces deux vecteurs doivent être exprimés dans la base de départ, c'est-à-dire la base R. Et en particulier, il faut connaître les composantes de I', respectivement J' et K', dans l'ancienne base. Donc tout le changement de repère s'obtient
en faisant 3 produits scalaires. En fait, c'est aussi 3 projections. Vous savez qu'un produit scalaire, c'est une projection. Quand vous faites OA scalaire OB, en fait, vous projetez OA sur OB, ou l'inverse, vous projetez OB sur OA. Et le changement de repère correspond à calculer 3 projections ou 3 produits scalaires qui sont les 3 nouvelles composantes du vecteur intrinsèque dans la nouvelle base. Et chacun de ces 3 produits scalaires est défini comme étant un produit scalaire de vecteurs à 3 composantes exprimé dans l'ancienne base, en l'occurrence R. Et là, ça veut dire que ce nombre 3, la dimension de l'espace, apparaît 2 fois, à la fois dans le nombre de produits scalaires qu'il faut faire pour compléter le changement de repère, et aussi dans la dimension des produits scalaires qu'il faut calculer pour obtenir ces 3 nouvelles composantes. Et le fait que le 3 apparaît 2 fois, c'est une petite subtilité qu'il faut avoir présent à l'esprit pour bien comprendre la logique de la TFD discrète, puisque là, on va être dans un espace de dimension grand N, N quelconque, éventuellement très grand. Donc 3 nouvelles composantes, 3 produits scalaires à calculer, qui donnent des nouvelles composantes, et chacun de ces produits scalaires est obtenu en exprimant les vecteurs dans l'ancienne base, et les produits scalaires sont des produits scalaires de dimension 3, c'est-à-dire que c'est le produit de 2 vecteurs de 3 composantes. Alors, ce sont des rappels, on va dire, assez simples. Je suppose que vous êtes assez nombreux à maîtriser, au moins à avoir une certaine aisance dans la géométrie dans R3. Et maintenant, nous allons généraliser tout ça à l'espace, non pas R puissance n, mais à C puissance n, puisque l'exponentielle complexe que nous allons définir comme nouvelle base, et c'est bien un vecteur de C, C puissance n. Donc, on va faire un petit, disons, on va définir x ronde comme étant notre signal intrinsèque, c'est-à-dire que il n'est pas lié à un ensemble de vecteurs de base, mais il devient petit x dans la base canonique, c'est-à-dire la base temporelle. La base canonique, c'est celle qui résulte de l'échantillonnage à la période TE. On l'écrit donc sous forme de somme des xi fois delta i, c'est la base canonique, mais pourquoi ne pas l'exprimer, essayer d'exprimer dans une autre base? Et l'autre base qu'on va utiliser, c'est bien sûr celle des exponentielles complexes, qui sont particulièrement importantes en physique. Comme on est souvent dans le contexte de l'analyse harmonique en électronique ou en électrocinétique, donc on va prendre comme exponentielle de départ l'exponentielle analogique continue, exponentielle de j oméga t ou exponentielle de j 2 pi ft, mais il faut en déterminer son équivalent discret. Pour le temps, on sait comment faire. C'est t égale à kte, enfin t qui devient kte, avec k qui varie de 0 à grand N moins 1. Et du coup, la fréquence f doit aussi être discrétisée avec le même nombre de composantes que l'échantillonnage temporel, c'est-à-dire k varie de 0 à n-1, et petit n, l'indice fréquentiel, va aussi varier de 0 à n-1. C'est-à-dire que ça traduit le fait qu'on fait un changement de repère dans l'espace de dimension n dans lui-même, les mathématiciens parlent d'endomorphisme, il y aura autant de composantes dans x temporel qu'il y aura de composantes dans grand X fréquentiel. Si on poursuit un petit peu, donc on va remplacer t continu par son échantillonnage k fois te, et donc maintenant il s'agit d'exprimer delta f, c'est-à-dire c'est la résolution fréquentielle. Alors en fait on va admettre que le delta f s'écrit 1 sur t, où t est la durée du signal, donc grand T, c'est n, grand N fois TE. Il reste à remplacer ce delta F dans l'exponentielle. Donc on met grand N TE au dénominateur et vous constatez que TE apparaît maintenant identiquement au numérateur et au dénominateur, donc il se simplifie, et il reste finalement le terme générique du changement de repère, qui est exponentielle de j de pi n fois k sur grand N. Je répète, k, c'est l'indice temporel de 0 à n-1.
n, c'est l'indice fréquentiel de 0 à n-1, et les petits n qui varient de 0 à n-1, disons, sont relatifs à ces grands n nouveaux vecteurs de la nouvelle base, qui sont définis par des exponentielles échantillonnées par KTE. Ce sont les grands n vecteurs de la nouvelle base, et chacun de ces grands n vecteurs, indicés par petit n, est échantillonné sur grand n composantes via l'indice petit k, qui varie lui aussi de 0 à n-1. La vraie subtilité de tout ça, c'est le fait que grand N apparaît deux fois, à la fois comme variation de k de 0 à n-1, et c'est la même variation de 0 à n-1 pour l'indice petit n. Il faut bien comprendre cette petite subtilité, parce que c'est source de confusion souvent pour les étudiants. Voilà un écran de rappel. Donc petit x, représentation temporelle, grand X, représentation fréquentielle. C'est le même signal intrinsèque, il n'y a ni plus ni moins d'informations dans petit x ou dans petit grand x. C'est simplement le même vecteur intrinsèque exprimé dans deux bases différentes. Alors, comment on calcule x0? Eh bien, on a dit que c'est des produits scalaires. Il faut projeter le signal x sur chacun des nouveaux vecteurs de la nouvelle base. Et grand x0, c'est la toute première projection, c'est lorsque petit n égale 0. Donc ici, un produit scalaire, c'est une somme étendue sur les indices k de 0 jusqu'à n-1, des xk, en l'occurrence, on a pris k comme indice, xk fois exponentielle de moins, le moins est lié à la conjugaison dans le produit scalaire, souvenez-vous, et en l'occurrence, dans le produit n fois k, ici on a n égale 0, mais le terme générique quand n est quelconque, est le suivant, xn est égal à somme étendue de k égale 0 jusqu'à n-1 des xk exponentielle de moins j de pi n fois k ce grand n. En fait, souvent cette formule, vous la voyez dans les ouvrages, mais c'est assez rare de voir l'auteur qui dit qu'en fait c'est un produit scalaire. On voit ça assez rarement. Personnellement, je ne sais pas trop pourquoi. Ça prend tellement de sens, plutôt que de retenir par cœur une formule comme ça, où si on ne comprend pas la signification qu'il y a derrière, c'est assez dur de se retrouver où sont les n, où sont les k, etc. Donc à retenir, encore quelques mots, à retenir que, en fait, bien sûr, la transformation est réversible. Donc à gauche, c'est la représentation temporelle, et à droite, c'est la représentation fréquentielle ou spectrale. C'est le même signal, donc il est échantillonné dans le temps sur, en fait, grand n points, et la résolution, c'est-à-dire c'est la durée entre deux instants consécutifs sur l'axe des temps, c'est TE ou TS, tantôt TE, tantôt TS, mais c'est toujours la même quantité. Et lorsqu'on regarde après transformation de Fourier discrète, alors ici c'est grand T, la durée c'est n fois TE, ça semble assez clair. Et lorsqu'on regarde ce que ça donne lorsqu'on est dans l'espace des fréquences, après transformation discrète. Alors d'abord, important de souligner, en général, le vecteur de Fourier est complexe, et souvent on se contente d'en représenter le module. Mais il ne faut pas oublier, en toute rigueur, il y a aussi une partie imaginaire. Ou alors il faut représenter module et argument. Dès qu'ici on représente le module, en toute rigueur, il faudrait aussi une courbe qui représente la phase. Et souvent les livres oublient qu'il y a aussi une phase, au point que quelquefois les étudiants passent totalement à la trappe la problématique de la phase. Donc dans la représentation fréquentielle, on a le delta f, c'est la résolution fréquentielle, c'est la fréquence qu'il y a entre deux échantillons successifs ou consécutifs, mais en fréquence, delta f est égal à 1 sur grand T, ou encore 1 sur grand N fois T. Et en tant que changement de repère, il y a autant de points grand N dans la représentation de Fourier, dans le vecteur de Fourier, qu'il y en a dans le vecteur temporel. On ne perd pas d'informations, mais évidemment on n'en gagne pas non plus, ni plus ni moins. Et du coup, vous avez bien compris que ce n'est pas une transformation de la nature intime du signal, c'est simplement une transformation
de sa représentation selon qu'on travaille dans une base temporelle ou dans l'autre fréquentielle.